Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un exo d'EuroXENS qui porte sur les sous-groupes à un paramètre de GLN2C. Donc GLN2C, c'est le groupe des matrices inversibles n fois n, et ce qu'on va appeler un sous-groupe à un paramètre, ou en tout cas ce que j'appelle un sous-groupe à un paramètre, c'est une convention assez commune, c'est un morphisme de groupe qui va de R avec l'addition, donc la droite réelle avec son addition habituelle, qui forme bien sûr un groupe, dans GLN2C. Ok. Et on lui demande quand même une chose, on lui demande un peu de régularité, on demande que ce morphisme-là soit continu. Et la question c'est quoi ces morphismes? À quoi ça ressemble un morphisme de R+, donc de R avec la loi plus, pas de l'ensemble R+, dans GLN2C. Et en fait, on va voir qui sont continus, parce que ceux qui sont pas continus, ils peuvent être assez pathologiques. Et on va voir que ces conditions-là sont suffisamment restrictives pour pouvoir les décrire tous de manière très simple. Alors, comment on va faire ça? On va se fixer un morphisme phi qui va de R dans GLN2C, qui est continu, et donc qui est un morphisme. Et on va voir ce qu'on peut en dire. Donc ce que ça dit, c'est ces deux conditions-là, en tout cas la condition de morphisme, on peut l'écrire comme une équation fonctionnelle, ok. On a que pour tout S et T dans R, on a cette équation-là qui est vérifiée. Ça, c'est la condition morphisme de R avec l'addition dans GLN2C avec évidemment la multiplication. GLN2C forme un groupe pour la multiplication. Et donc on a une équation fonctionnelle. Alors le truc c'est que cette équation fonctionnelle, elle va pas être évidente à résoudre puisque vous voyez que phi est à valeur dans GLN2C. Donc c'est beaucoup plus compliqué que par exemple l'ensemble des nombres réels. Donc on sent que ça va être on va avoir besoin de machinerie un peu supplémentaire pour arriver à résoudre ce genre d'équation. Alors, la machinerie supplémentaire qu'on va utiliser, c'est la machinerie des équations différentielles. Une équation fonctionnelle, a priori, c'est un problème qui est difficile. Une équation différentielle, surtout si elle est linéaire, c'est quelque chose qu'on maîtrise beaucoup mieux. On a des résultats d'existence d'unicité, on a des résolutions explicites. Donc, de manière générale, essayer de transformer des équations fonctionnelles qui sont un peu quelconques, on sait pas trop à quoi elles ressemblent, en des équations différentielles, qui sont, elles, beaucoup plus maîtrisées, d'autant plus quand elles sont linéaires, ça peut être une bonne chose. Donc on va essayer de transformer ce truc-là en une équation différentielle. Alors le premier réflexe, ça pourrait être de dériver brutalement les deux membres par rapport soit à S, soit à T. Le problème avec ça, c'est que a priori on ne sait pas si phi est de classe C1 ou même est dérivable. Parce que tout ce qu'on sait sur phi, c'est que c'est un morphisme qui est continu. Donc comment on va faire pour obtenir l'information de la dérivabilité de phi? Et en fait on peut s'en sortir. On peut s'en sortir en intégrant cette équation-là par rapport à une variable, et pas par rapport à l'autre. Et dans ce cas-là, en faisant ça un peu habilement, on peut arriver à montrer que phi va être de classe C1. Alors comment je fais ça? On intègre sur t, sur petit t, entre 0 et grand t. Et on va voir quel grand t on va choisir après. Donc ce qui sort de tout ça, c'est que l'intégrale de 0 à grand t de phi de s, phi de t, dt, c'est égal à l'intégrale de 0 à grand t de phi de s plus t, dt. Et là, au passage, j'utilise quand même le fait que phi est continu pour pouvoir parler de son intégrale. Alors oui, je pourrais lui demander qu'elle soit juste mesurable si vous avez vu ça, mais en prépa on va dire continu, au moins continu par morceau. De toute façon, ici on a l'hypothèse continue. Donc on peut intégrer. Ok, là le truc c'est que le phi de s, c'est pas un truc qui dépend de t. Donc je peux le sortir ici. Ici j'ai l'intégrale de 0 à t de phi de t dt, qui va être essentiellement une constante. De la même manière, ici, j'ai quand même du s à l'intérieur. J'aimerais bien m'en débarrasser, et pour ça, je vais faire juste un petit changement de variable qui va sortir le s qui est à l'intérieur et le mettre dans les bornes plutôt. Donc, sur l'intégrale phi de s plus t dt, on pose u égale s plus t, et on obtient du coup que cette chose-là, qui est égale à cette chose-là, va être égale à donc phi de s intégrale de 0 à t, phi de t dt. Cette chose-là, c'est égal à cette chose-là, qui va être égale à l'intégrale. Donc là, je fais le changement de variable u égale s plus t. Donc u, il va varier de s à grand t plus s, phi de u du. Et là, ça commence à sentir bon. Parce que comme phi est une fonction continue, cette chose-là, c'est une fonction de classe C1.
en la variable S. Hein, quand vous intégrez une fonction continue, ça vous donne une fonction de classe C1. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais là, il y a un S de chaque côté des bornes, mais en fait, c'est pas un problème du tout, puisque cette chose-là, c'est égal à grand phi de t plus S moins grand phi de S, où grand phi est une primitive de petit phi. Okay. Et vous pouvez trouver une primitive de petit phi juste parce que petit phi est continu. Alors vous pouvez me dire, oui, mais petit phi c'est une fonction vectorielle. Est-ce que je sais vraiment que les fonctions à valeur, donc en l'occurrence à valeur dans les matrices, si elles sont continues, est-ce qu'elles ont des primitives? Bah oui, en fait, vous regardez chacune des fonctions composantes. Okay. Phi c'est rien d'autre que n carré fonction de R dans R. Vous intégrez chacune des n carré fonctions et ça vous donne une primitive de la fonction globale phi. Okay. Donc si vous avez une fonction phi de R dans GLN de C qui est continue, vous avez évidemment une primitive en intégrant chacune des fonctions composantes qui seront continues. Okay. Donc ce que ça nous dit finalement, c'est que cette chose-là, ça va être une fonction de classe C1. Donc j'écris tout ça. Grand phi est C1, car petit phi est continu. Donc, la fonction qui a S associe phi de S fois l'intégrale de 0 à grand T de phi de T, ce qui est égal à rien d'autre que cette chose-là, elle est de classe C1. Mais moi, j'aimerais bien montrer que petit phi est de classe C1, pour pouvoir différencier l'équation qu'elle a, et après, avec une équation différentielle, arriver à des choses plus efficaces. Alors, comment je vais faire pour montrer que petit phi est de classe C1? Bah pour ça, on aimerait bien pouvoir diviser par cette chose-là. Alors comment on va faire ça? Donc je récapitule où est-ce qu'on en est. On a montré que si je fixais un grand T strictement positif, cette fonction-là, donc qui est une fonction de S, ici c'est un produit matriciel, c'est une fonction de classe C1. Et on a fait ça en interprétant essentiellement cette fonction comme une primitive de de phi, pardon. On a montré que cette fonction-là était de classe C1 si on prenait un T strictement positif. Le truc, c'est que nous, on aimerait bien juste que phi soit de classe C1. Donc pour avoir que phi est de classe C1, on aurait juste besoin que cette matrice-là, que je vais appeler A indice T, soit inversible. Mais le truc, c'est que ça va être vrai. Pourquoi ça va être vrai? Parce que essentiellement, cette chose-là, quand T est petit, ça va être une somme de matrices qui vont être très proches de l'identité, parce que phi de 0, c'est l'identité. Phi de 0, c'est l'identité parce qu'on a à faire un morphisme de groupe. Et phi est continu, donc si t est très proche de 0, phi de t va être très proche de l'identité. Et vous sommez des matrices très proches de l'identité, vous avez de bonnes chances d'avoir un truc qui va être inversible. Donc c'est ce que je vais montrer maintenant. Alors, comme phi est continu, et phi de 0 égale l'identité, on va montrer que, donc on peut montrer que AT fois 1 sur T, cette chose-là, ça tend vers l'identité. Donc la matrice d'identité. Donc montrons ça. Donc soit epsilon strictement positif, ok. Et là, je vais utiliser une norme sur l'espace des matrices. Hein. On n'a que par continuité de phi, il existe état strictement positif tel que, si vous avez T de module strictement plus petit que état, ça implique que phi de t va être très proche de phi de 0. Phi de 0, hein, je vous rappelle que c'est juste l'identité. Et ça, donc, c'est plus petit qu'epsilon. Ok. Donc, pour grand T qui va être plus petit que état, on va voir que 1 sur T fois AT, cette chose-là, si je retire l'identité, ça va être égal à 1 sur T fois l'intégrale de phi de T, moins 1 sur T fois l'intégrale de juste la fonction constante égale à identité. Okay. Et là, je regroupe les deux, et j'utilise l'inégalité triangulaire. Donc ça, c'est plus petit que 1 sur T fois l'intégrale de 0 à T de la norme de phi de T, moins la norme de phi 0, hein, qui est juste l'identité, dt. Et là, j'ai utilisé l'inégalité triangulaire et la linéarité de l'intégrale. Et le truc, c'est que cette chose-là, comme t, il va être plus petit que grand T, donc que état, cette chose-là, c'est plus petit qu'epsilon. Okay. Donc là, vous avez quelque chose qui est plus petit que 1 sur T fois l'intégrale de 0 à T de epsilon dt, et ça, c'est epsilon. Okay. Et donc, vous avez montré que pour tout epsilon, il existe un état, tel que si grand T est plus petit que état, cette différence-là est plus petite qu'epsilon.
Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc on a montré que 1 sur t fois at tend vers l'identité. Quand t tend vers 0. 0 par l'axe positif, parce qu'on a pris t strictement positif. Ok, donc ça c'est super, parce que maintenant si on prend le déterminant, vous savez que, là je prends le déterminant, cette chose-là, ça tend vers le déterminant de l'identité qui est 1. Donc, pour grand T assez petit, donc strictement positif assez petit, ben on n'a que le déterminant de 1 indice T, cette chose-là, ça va être non nul. Donc ça dit que A indice T est inversible. Donc ça c'est valable pour des T strictement positifs assez petits. Maintenant, je reviens à ce que j'avais fait tout à l'heure. J'avais montré que cette fonction-là, qui a S associé phi de S fois cette matrice A grand T, elle est de classe C1. Mais maintenant, on peut écrire phi en fonction de S. Pour tout S dans R, on a, donc sous réserve que A indice T soit inversible, ce qui est vrai pour T assez petit, on a que phi de S, ça va être égal à f de S fois A indice T puissance moins 1. Et c'est là que j'utilise l'inversibilité de A indice T. Et donc, phi est de classe C1. Et là, j'utilise le fait que f est de classe C1. Donc c'est super. On a réussi finalement à montrer que phi était de classe C1. Donc en fait, on va pouvoir se repencher sur notre équation fonctionnelle et la transformer en une équation différentielle. Donc, on va faire ça maintenant. On a pour tout t s dans R, phi de s plus t est égal à phi de s fois phi de t. Donc ça, c'est juste l'équation fonctionnelle qu'on avait obtenue en utilisant juste le fait que phi est un morphisme de groupe de R+, dans GLN de C. Maintenant, on va dériver ça par rapport à une des deux variables, donc mettons par rapport à S. Donc on dérive par rapport à S. Donc ce que ça veut dire, ça veut dire qu'on fixe T, et on regarde ce truc-là comme une fonction de S, qu'on va dériver des deux côtés. Et donc on obtient phi' de S plus T, qui est égal à phi' de S, fois phi de T. Et là, ça commence à sentir bon. Donc ça, c'est toujours valable pour tout T, S dans R, parce que là, on va pouvoir le transformer en une équation différentielle. Comment on transforme ça en une équation différentielle? Là, le truc, c'est qu'on a deux variables, on aimerait bien en avoir qu'une. Ok. Et on va fixer une des deux variables à 0. La plus simple à fixer à 0, en fait, ça va être S, parce que ici, on va avoir un phi' de 0, qui va être beaucoup plus pratique à gérer que juste un phi de 0. Parce que si je fixe t à 0, j'ai juste une équation triviale qui est phi' de s égale phi' de s fois l'identité, ça m'intéresse pas. Donc je vais fixer s égale 0. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que pour tout t dans R, phi' de t, c'est égal à phi' de 0 fois phi de t. Ah, et ça c'est super parce que ça c'est une équation différentielle. Cette équation différentielle-là, comment on va la résoudre? Bon, alors on pose naturellement A égale phi' de 0. Donc il y a cette matrice-là. Et nous, on a affaire à l'équation différentielle phi' égale A fois phi. Donc là, j'indique plus les variables temporelles, mais évidemment, elles sont là. Okay. Bon, alors comment on résout cette équation-là? C'est exactement pareil que dans le cas réel. Je vais faire la différence des deux côtés. Donc phi' de t moins A fois phi de t égale 0. Et je vais multiplier par exponentielle de t fois a, exactement comme dans le cas réel. Donc on écrit exponentielle de t fois a. Donc là, il faut faire attention de quel côté on le multiplie, parce qu'a priori, il n'y a pas de raison que ça commute. Donc je multiplie de ce côté-là, moins exponentielle t fois a phi de t. Cette chose-là, ça fait 0. Mais le truc, c'est que cette chose-là, c'est la dérivée de la fonction qui a t associée exponentielle de t fois a. Pardon, je fais une bêtise, je devrais multiplier par exponentielle moins t. Ce sera beaucoup plus pratique comme ça. Maintenant, cette chose-là, c'est la dérivée de la fonction qui a t associée, donc en comptant le moins. Cette chose-là, c'est la dérivée de la fonction qui a t associée exponentielle moins t de a, moins t fois a, parce que quand vous dérivez ça, vous faites sauter le moins a devant et vous gardez l'exponentielle. Et donc là, vous avez affaire à u fois v' plus u' fois v. Donc vous avez la dérivée d'un produit. Donc ce que ça dit, c'est exactement la même chose que exponentielle moins ta fois phi de t
cette chose-là égale à une constante. Parce que la dérivée de cette chose-là, c'est cette chose-là qui est nulle. Et là, en fait, on a essentiellement terminé. Parce que du coup, ce que vous avez, c'est que phi de t, c'est égal à une constante. Alors la constante, attention, c'est une matrice, hein, a priori. Donc ça va être exponentielle ta fois une constante. Comment on récupère cette chose-là? Comment on récupère cette constante-là, qui a priori est une matrice, hein? Et on va juste évaluer en un point intelligent, et le point intelligent qu'on va choisir, c'est juste t égale 0. Donc, on fait cette chose-là. En t égale 0, on obtient que phi de 0, c'est égal à exponentielle de 0 fois a fois notre constante, donc une matrice constante que je vais appeler c, et donc on a que c, cette chose-là, c'est l'identité, exponentielle de 0, c'est l'identité, donc ça c'est l'identité, et donc, pour tout t dans R, on a obtenu que phi de t, c'est égal à exponentielle de t fois a. Et donc finalement, les seuls sous-groupes à un paramètre, ça va être les trucs de cette forme-là. Alors vous pouvez vérifier que cette chose-là forme bien un sous-groupe à un paramètre, on peut le faire assez rapidement, juste en utilisant la propriété de morphisme de l'exponentielle. Donc ces fonctions conviennent. Et si je fixe a dans gln de c, on pose cette fonction-là, qui a t associé exponentielle de t fois a, dans ce cas-là, on a que phi de t plus s, c'est égal à exponentielle de t plus s fois a, qui est égal à exponentielle de ta plus exponentielle de sa, qui est égal à exponentielle de ta fois exponentielle de sa. Et ici, attention, j'utilise le fait que les matrices t fois a et s fois a commutent, hein, parce que cette propriété de transformation de la somme au produit de l'exponentielle, elle est vraie uniquement dans le cas où les matrices commutent. Hein. Dans le cas général, c'est pas vrai. Et cette chose-là, c'est bien phi de t fois phi de s. Et ça, c'est valable pour tout ts dans R. Et donc finalement, on a obtenu tous les morphismes continus de R avec l'addition dans gln de c, qui sont donc les sous-groupes à un paramètre, qui sont donnés exactement par les choses qu'on obtient avec la fonction exponentielle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.